Mesdames, Messieurs, vous le savez tous, depuis 1960, le Bénin, entre mutation, échec et évolution, fait son bonhomme de chemin. Mon invité pour en parler dans cette émission Entretien Analyse est Eloge Francis Attali, communicant politique, expert en gouvernance. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, monsieur Francis Attadé, le Bénin a connu sur le plan politique plusieurs mutations, j'en parlais à l'instant, ou évolution devra-t-on dire, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale. En tant qu'expert en gouvernance, aujourd'hui, quel est votre diagnostic et que sont les avancées puis les reculs que nous avons connus depuis 62 ans d'indépendance? Mais votre question est pertinente parce que vous voyez que depuis l'accession du Bénin à l'indépendance en 60, nous avions connu des rupture des permanences. L'idéal serait que la rupture soit continuelle et engendre des changements qualitatifs. En 60, au moment où on a rompu avec le système colonial, on avait nourri de grands espoirs que les nouveaux dirigeants allaient faire du Bénin un pays indépendant, un pays souverain, un pays prospère économiquement, un pays qui va apporter le bien-être à ses enfants. Mais il se fait évidemment que la marche a été un peu chaotique. Vous savez évidemment que de 60 à 75, pour les 15 premières années, le Bénin a été agité par l'instabilité politique, au point qu'il a été qualifié d'enfant malade de l'Afrique. Oui. Les 15 deuxièmes années qui ont suivi, parce que de 75 à 90, il y a eu une relative stabilité, puisque le président Kélékou a mis en place le parti unique, le PRPB. Il n'y avait pas un multiparti intégral, et puis il y avait le système socialiste qui était en cours. Alors, à la faveur du régime socialiste qui prévalait et du parti unique qui régnait et qui était le parti État, il y a eu une stabilité que nous avions connue de 75 à 90. Mais il se fait qu'évidemment, économiquement, on n'avait pas atteint les objectifs parce qu'en 82, la prospérité a été ralentie et puis à partir de 83, le Bénin est rentré dans une phase de difficultés économiques. Au point qu'en 86, on est allé au gel des recrutements dans la fonction publique. Et en 89, à la faveur évidemment des mouvements qui ont agité le pays, bien sûr, nous sommes partis à l'effondrement du parti unique, mais oui, aussi à la conférence des forces vives convoquée en 90. Et à l'issue de cette conférence, 90, vous savez évidemment que c'est une nouvelle tendance qui se décide, puisque 90 a été pour le Bénin une rampe de lancement sur la scène internationale. À l'issue de cette conférence, c'est qu'il y a eu de grands changements, il y a eu de grandes options qui ont été faites. Désormais, on fait le deuil du système socialiste et nous embrassons à nouveau le libéralisme économique qui avait eu cours de 60 à 75. Et puis, nous avions adopté le multipartisme intégral parce que vous savez que de 75 à 90, on avait connu le parti unique. C'était un monocentrisme marxisant. Mais après 90, le Bénin est rentré dans la phase du pluralisme politique. Mais l'expérience de 75 à 90 n'a pas édifié en tant que tel. Ça a fait que ceux qui ont retrouvé la liberté ont voulu en jouir abondamment. Ce qui a fait que de 90 à aujourd'hui, nous avions connu une kyrielle de partis politiques, une flopée de partis politiques, mais que la vie politique n'a pas été mieux organisée pour engendrer le développement économique souhaité à l'indépendance. Il faut dire que de 90 à 2005, pour les 15 années qui ont suivi, le Bénin a connu une relative stabilité, mais à partir de 2005, au moment où le mandat du président Kélékou devait prendre fin, parce que le président Kélékou qui est revenu en 96 a fait une décennie en fait, il a fait 5 ans 2 fois, disons 96-2001 et 2001-2006. Pendant que son mandat devait prendre fin en 2006, il y a eu des difficultés de repositionnement parce que vous savez que les acteurs brûlaient fortement d'envie de remplacer Kélékou, qui est resté un monument parce qu'il a fait 27 ans de gouvernance du pays. Et cette gouvernance, elle a des apports mitigés parce que le bilan reste là, que Kélékou a fait des progrès, mais aussi il a eu du plomb dans l'aile. Le pays n'a pas connu la prospérité tant souhaitée. C'est ce qui a justifié qu'en 2006, on a dit qu'il faut que ça change. Ça peut changer, ça doit changer. Et nous avions eu un banquier qui est venu de Ouadé, qui a resté une décennie, de 2006 à 2016. Je vais nommer
le président Boni Yayi, qui a fait du mieux qu'il pouvait, mais évidemment, on n'a toujours pas atteint les objectifs, puisqu'il a reconnu qu'il y avait des aspects, des axes sur lesquels il n'a pas pu engager de grandes réformes. Et puis vient maintenant la période de la rupture, la véritable rupture, parce que de 2016 à aujourd'hui, nous avions connu évidemment un réformateur qui est au pouvoir, le président Patrice Talon, qui a pratiqué, qui a fait pratiquement les arcanes du pouvoir et qui connaît, et fort des expériences qu'il a capitalisées, il a voulu maintenant impulser un nouveau dynamisme en fait à la gouvernance pour corriger les tares que nous avions afin que nous puissions inverser la tendance pour que la prospérité soit au rendez-vous et que les enfants du Bénin puissent jouir de cette prospérité. Et vous savez qu'il a passé les 5 premières années, 2016-2021, et actuellement il est en train d'exécuter son second mandat, puisque à la faveur de son serment qu'il a prêté le 23 mai 2021, il a annoncé que maintenant il travaille pour le développement social. Il est donc important qu'à l'étape actuelle, nous puissions faire les bilans. Alors, Monsieur Attadé, puisqu'on est à l'ère du temps de la rupture, qu'est-ce qui, selon vous, retient particulièrement, sinon essentiellement, votre attention à propos de la gouvernance de Patrice Talon? Il faut avouer qu'en fait, il est établi que le président Talon est venu comme un réformateur. Oui. Et il a induit de grosses réformes, notamment celles relatives à l'amélioration du cadre politique, oui, mais aussi la réforme sur l'état civil. Il faut avouer évidemment que le chef de l'État a vu juste, par exemple, en prenant courageusement la mesure des grandes réformes en fait, qui doivent changer le paysage politique, parce qu'évidemment notre vie politique était putréfiée, parce qu'il y avait une querelle parti politique qui n'animait pas raisonnablement la vie politique, parce que les partis politiques étaient quasiment des clubs électoraux. Les acteurs s'arrangeaient pour se mettre ensemble, pour pouvoir aider un individu à conquérir le pouvoir. Fondamentalement, vous étiez aussi contre cette vie de la politique au Bénin? Oui, j'étais contre parce qu'en fait, les partis politiques ont vocation à conquérir, à exercer le pouvoir. Et en principe, ceux qui doivent diriger doivent être issus des partis politiques. Donc, ce sont les systèmes partisans qui doivent produire les acteurs qui doivent diriger l'État. Et puis, c'est la politique qui dirige l'économie et qui donne la vision, les grandes orientations, en fait, à adopter. Or, il se fait que nous n'avions pas la chance d'avoir des acteurs politiques qui viennent à la tête de l'État pour impulser, en fait, le dynamisme souhaité. En général, c'est les affairistes qui viennent, des banquiers qui n'ont pas l'expérience politique et qui viennent, bon, donc ils sont obligés de tâtonner. Or, ce qui fait que le pays prend du retard à prendre son take-off. Or, il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, nous puissions avoir des vrais acteurs qui puissent accéder à la fonction politique. Vous savez évidemment que le Bénin ne souffre pas économiquement en tant que tel, mais le Bénin souffre de ces acteurs politiques, les acteurs qui souffrent des coups bas. Vous savez qu'en politique, on se dit, mais il faut faire des coques en jambes, et tant que l'autre est là, il faut l'empêcher d'avancer. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est qu'à partir de 2016, la réforme du système partisan a permis de simplifier le paysage politique, et nous sommes en train de constater qu'aujourd'hui, c'est l'option des grands ensembles politiques qui est encouragée. Vous avez constaté avec moi que le 21 août 2022, à la place Charles de Gaulle, à Porte-Nouveau, 2 grands partis, je vais nommer l'Union progressiste et le PRD, qui sont de grands ensembles, se sont mis davantage ensemble, ont fusionné pour pouvoir mieux animer la vie politique et faire face surtout à l'enjeu majeur qui est en cours, en fait l'enjeu du 8 janvier 2023. Et je constate que le paysage politique tel qu'il est actuellement, il est en train d'être simplifié, puisque sur les 200 partis qu'on avait au début, aujourd'hui nous en sommes à une quinzaine de partis. Et pour dire vrai, il y a peut-être que 7 ou 8 partis qui, évidemment, continuent d'animer plus ou moins, peu ou prou, la vie politique. Tel que les partis politiques se déploient au Bénin, est-ce que vous pensez que la réforme du système partisan tel que pensé est ce qu'il faut aujourd'hui pour le Bénin? Oui, je crois qu'évidemment, on a vu juste parce qu'il y a eu un diagnostic qui a été posé. Le diagnostic, évidemment, a révélé qu'il y avait une création anarchique des partis politiques.
il y avait le mal transhumant parce que les gens quittaient un parti pour un autre, non pas forcément en fonction de la vision, de l'idéologie, parce qu'ils veulent simplement se faire un peu de jetons ou des places auprès du prince du jour. Donc, et enfin, il n'y a qu'au niveau du paysage politique, les vrais acteurs, entre-temps, c'était ceux qui avaient la surface financière, c'était les grands bailleurs, ceux qui avaient un bras financier. Mais si on ne doit parler que de transhumance ou que du pouvoir politique des leaders politiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'y a pas réellement de changement? Parce que on a continué à assister à de la transhumance politique, on a continué à assister à du pouvoir politique détenu par des leaders qui ont le pouvoir financier. Non, je crois qu'évidemment, il y a le financement public des partis, en fait. Et depuis un moment, il n'y a plus un leader qui puisse dire que, fort de sa puissance financière, il peut régenter un parti. Actuellement, les partis ont une vie normale. Pour la plupart, notamment les partis qui sont nés à la faveur de la réforme qui est en cours, on constate qu'évidemment, il y a un nouveau dispositif qui est mis en place, un organigramme qui a été mis en place, une direction qui fonctionne mieux. Il y a des acteurs qui s'asseyent et démocratiquement des décisions se prennent. Donc je constate que contrairement au centralisme qui existait au départ et qui faisait que c'est seulement le chef du parti qui décidait en lieu et place des acteurs des partisans, des sympathisants et des militants, aujourd'hui on peut s'assurer que les décisions se prennent de façon consensuelle et collégiale. Et les partis ont une vie normale, décident souverainement. Ils peuvent déterminer leurs orientations et leurs choix en fonction des grandes décisions qui viennent soit du bureau politique ou de la direction exécutive nationale. Donc aujourd'hui, nous avions une vie plus ou moins apaisée, une vie plus ou moins normale, et les tas d'hier ont été plus ou moins corrigés. C'est vrai que ça ne peut pas se corriger tout de suite du jour au lendemain, mais il y a encore quelques aspects, quelques travers que nous devons avoir le courage de corriger. Et c'est à cela que je vais appeler les acteurs qui soient plus responsables dans le choix des partis politiques, dans la vision, dans les convictions politiques, parce qu'il y en a en fait qui sont là juste pour le temps d'un président. Et vous comprenez que ceux-là, rien que pour leur suivi politique, ils veulent toujours aller de coq à l'âne, ce qui n'est pas réalisable. Les acteurs politiques doivent être des modèles en fait, parce qu'il y a une jeunesse qui monte et qui a besoin de tirer expérience en fait des années de militantisme qui est capitalisé par les aînés. Il faut que les aînés apprennent à passer la main pour que nous puissions aller à une nouvelle rotation, à une promotion de nouveaux cadres qui doivent impulser le développement tant attendu pour que le Bénin soit sur l'orbite des pays émergents. Quand vous dites que les acteurs politiques doivent être des modèles, je rebondis dessus. Je vous pose la question de savoir, est-ce qu'à l'analyse, vous pensez que les convictions politiques suivent toujours, et est-ce qu'en tant qu'expert en gouvernance, il vous est arrivé d'évaluer la réforme du système partisan au niveau du ressenti des militants? Est-ce que lorsqu'on compare l'ancien système à celui qui est en cours aujourd'hui, est-ce que les militants suivent véritablement et comprennent réellement les enjeux? Oui, je crois qu'actuellement, nous sommes en train de poursuivre la dynamique parce que nous sommes au renouvellement des acteurs politiques, parce qu'il y a un rajeunissement de la classe politique. Et c'est l'objectif de la réforme, en fait. Il faut rajeunir la classe politique, mais aussi il faut provoquer la rotation du personnel politique. Et c'est à cela que le chef de l'État, Patrice Guillaume Talon, s'attelle depuis un moment avec toute l'équipe qui l'accompagne. Donc je trouve évidemment que nous sommes dans la dynamique, les acteurs sont en train de suivre la ligne qui a été tracée par le premier responsable du Bénin avec son équipe, et la vision et les convictions sont en train de se consolider progressivement. Vous savez que le système partisan que nous avions adopté actuellement a été acté par des lois qui ont été votées en 2018. Donc il est trop tôt de faire un bilan, mais le chemin parcouru peut nous permettre de nous rassurer que nous faisons de petits pas dans la bonne direction. Lorsqu'on parle du renouvellement de la classe politique, finalement, c'est pour quel objectif si le modèle politique que nous avons eu depuis 90 peine quand même à plaire? Mais écoutez, le modèle politique que nous avions en 90, en fait, c'était une forme d'oligarchie, c'était les vieux, en fait, qui dirigeaient. Et il s'est trouvé qu'en 90,
les acteurs politiques qui avaient lutté depuis les années 50 sont demeurés. Or, il faut faire en sorte qu'évidemment, on puisse aller à la rotation, puisque la vie, c'est une course de relais. Il faut apprendre à la jeunesse à gérer les affaires de l'État avant que les vieux ne quittent complètement, pour qu'on s'assure que le Bénin va pouvoir continuer sa marche de développement. Or, il faut des acteurs suffisamment outillés, bien informés, des acteurs déterminés, mais des patriotes aussi. Et aujourd'hui, tel que nous voyons fonctionner l'État béninois, on peut se rassurer qu'un des grands succès que le chef de l'État, Patrice Talon, a engrangé, c'est le changement de mentalité, à tous les niveaux. Et on peut se réjouir. Aujourd'hui, vous voyez que ça n'a pas été facile de mettre de l'autre côté la plupart des acteurs qui sont dans la vie politique nationale. Vous avez vu qu'aujourd'hui, de gaieté de cœur ou non, on a vu des grands acteurs comme Bruno Amoussou, comme Idi Kolaole, comme Mathieu Mathieu Nago, comme bien d'autres, accepter de se mettre en retrait pour conseiller, afin que, évidemment, la machine politique est en marche puisse continuer, pour que cela génère le développement attendu. Parce qu'en fait, il n'y a pas de démocratie sans développement. Il faut que la démocratie provoque, engendre le développement souhaité pour que nous puissions en profiter. Que dites-vous de l'opération faite entre l'UP et le PRD pour aboutir aujourd'hui à la naissance du parti Union progressiste, le Renouveau? Non, il faut dire que c'est salutaire. C'est une démarche qu'il faut encourager parce que vous savez que les critères qui ont été définis dans le code électoral aujourd'hui ne permettent plus aux petits partis de réunir les 10%. Vous comprenez bien. Le PRD a un ancrage assez fort, par exemple, à Lomé et puis dans le plateau. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, pour que le PRD réussisse à avoir la possibilité de loger des députés de la 9e à la 9e législature, il faut bien que le PRD couvre l'étendue du territoire national. Or, ce qui n'est pas le cas. Le PRD a dû faire le bilan et a constaté qu'à des niveaux donnés, il n'a pas l'étoffe qu'il faut et il faut se mettre ensemble avec l'Union progressiste qui aussi a des faiblesses, notamment dans le plateau et dans l'OME. Je crois que ce mariage, c'est un mariage souhaité, un mariage à encourager parce que les acteurs ont fait preuve d'une grande clairvoyance. Nous devons aller à la formation de grands ensembles politiques. Il faut que nous puissions, au bout de 10 ans d'exercice, de rupture, aller à la simplification du paysage politique pour que nous n'ayons que 4 partis ou voire 3. Il faut peut-être un parti de la mouvance, un parti de l'opposition, mais aussi il faut qu'il y ait un parti qui fait la médiation, en fait, un parti du milieu. Je veux bien savoir, est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que l'Union progressiste est un parti d'État que ces opérations lui marchent plutôt bien? Quelle garantie nous avons de la pérennité de ce nouveau parti-là qui est né pour répondre et qui nous permet de dire oui, la réforme du système partisan a marché? En fait, c'est du réalisme tout simplement, parce qu'en politique, il faut être réaliste. Et les dirigeants du PRD ont vu juste, de même que les dirigeants de l'Union progressiste. Je trouve qu'évidemment, il faut savoir raison garder et mesurer, évaluer ses réelles forces. Je crois qu'après l'évaluation des forces, et puis vu la loi en fait, parce que l'encadrement juridique des partis aujourd'hui oblige les partis à aller dans une dynamique de rassemblement, de regroupement. Je crois qu'évidemment, le système tel qu'il est comporte des chicanes. Ouais. Donc, n'est pas parti politique qui veut, n'est pas acteur politique qui veut. Dans ces conditions, l'Union progressiste, il faut avouer que les conditions de naissance en 2018, parce que ça a été le premier parti qui est né, le 1er décembre 2018, et puis le bloc républicain a suivi. Alors, les conditions de naissance de l'Union progressiste et les acteurs qu'on y trouve sont des acteurs suffisamment expérimentés, outillés, un peu comme c'est le cas au niveau du bloc républicain. Donc, c'est des anciens acteurs, en fait, qui ont acquis l'expérience, qui se sont mis ensemble avec une jeunesse qui a accompagné le président Patrice Talon en 2016 pour sa conquête du pouvoir. Dans ces conditions, il y a un peu comme une classe, une vieille classe, qui est en train de donner la main à une jeune classe politique pour que le Bénin puisse en profiter. Donc, la structuration du parti tel que c'est, oui, on peut garantir que même au-delà
du mandat constitutionnel du chef de l'État qui est là en exercice, que ce parti va continuer avec ou sans le président Patrice Talon. On a eu une jurisprudence. Aujourd'hui, on assiste tous pleinement à ce qui se passe aujourd'hui dans ce parti. Est-ce que, fondamentalement, vous ne refusez pas de mettre le doigt sur un réel problème au Bénin et est-ce qu'il ne va pas falloir accepter qu'on n'est peut-être pas encore prêt pour cette évolution? Non, on ne sera jamais prêt. Il faut y aller. Vous savez, les conditions de création, par exemple, de la renaissance du Bénin et des FCBE ne sont pas les mêmes que les conditions de création de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Donc, il faut avouer évidemment que c'est des partis État, certes, c'est des partis qui sont nés avec l'avènement d'un chef d'État au pouvoir. C'est des partis qui sont nés au pouvoir. Mais il faut avouer qu'au niveau de l'Union progressiste, il y a eu des conditions qui ont été définies par la loi. Donc, la plupart des partis qui accompagnent la réforme de ces partisans, c'est ces partis qui ont respecté évidemment les clauses qui ont été définies au niveau du code, mais aussi dans la charte des partis politiques. C'est ce qui rassure en fait. Ces partis s'inscrivent dans la durée. Et je me rassure que le chef de l'État a vu juste en induisant cette grosse réforme pour assainir le paysage politique et rassurer les Béninois que le Bénin doit pouvoir continuer sa marche avec ou sans lui. Et parallèlement à ça, l'autre réforme sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est la réforme d'état civil. Et c'était ma prochaine question, Monsieur Attadé. S'agissant de la réforme de l'état civil, quels sont, selon vous, les avantages et vos impressions sur sa mise en œuvre? Mais je crois que je me réjouis fortement parce que la numérisation a beaucoup avancé depuis le RAVIP en passant par la Dématec et à l'établissement du registre national des personnes physiques, le RNPP, il y a eu de grands progrès qui ont été accomplis. Désormais, vous savez que les Béninois peuvent avoir droit à des actes numérisés. Nous avons l'ANS, acte de naissance sécurisé, nous avons le certificat d'identification personnelle, nous avons la carte biométrique, nous pouvons avoir le passeport en ligne. Donc, il y a eu une transformation numérique profonde que le président a actée avec la réforme qui a été mise en œuvre. Oui. Aujourd'hui, que vous soyez au Bénin ou dans la diaspora, vous pourrez bénéficier évidemment des mêmes services. Et dans ce cadre, permettez-moi de vous dire que, par exemple, que cette réforme de numérisation de l'état civil, cette réforme de l'état civil a impacté des Béninois de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Congo-Brazza, du Congo démocratique. Et récemment encore, il faut avouer que le processus suit son cours au Gabon, en Guinée équatoriale, au Sénégal. Et puis, parlant du Gabon, je veux me réjouir de ce que, à Libreville, par exemple, oui, le consul de Libreville, M. Youssoufou Maroua, a accompagné de façon formidable cette réforme, au point qu'aujourd'hui, les Béninois qui sont là-bas sont satisfaits, parce que les témoignages me sont venus parce que je suis toutes les chaînes. Je suis observateur de la vie nationale et internationale et j'ai été me réjoui de ce que, au Gabon, non seulement que la réforme qui a été actée par le RAVIP, qui a commencé en 2017, oui, par la délivrance des actes numérisés, et puis par la constitution du FEC, du fichier électoral national, qui désormais n'est plus à polémique. Je dis que c'est une grande réforme qu'il faut saluer. Et puis l'agence, en fait, la structure d'appui au pilotage de la réforme, c'est l'ANIP. L'ANIP fait un travail formidable et il faut bien qu'au niveau de la diaspora, nos ambassades, nos consulats, que ce soit bien accompagné. Au Gabon, je m'en réjouis. Au Sénégal, c'est pas mal non plus. Mais il se fait qu'au Gabon, vous savez que nous avons deux consulats. Oui. Nous avons le consulat de Libreville et le consulat de Port-Gentil. À Port-Gentil, il semble qu'il y a une difficulté. Laquelle, par exemple? Écoutez, le consulat a disparu depuis bientôt 4 ans. Il a abandonné le consulat et donc il a abandonné les Béninois qui ont droit à une protection, qui ont droit à des services. Or, il se fait que ces Béninois doivent aussi bénéficier, par exemple, de l'enrôlement au RAVIP et de la délivrance des actes numérisés. Or, le consul de Libreville, qui estime que ce n'est pas sa juridiction, n'a pas compétence à intervenir là-bas. S'il n'a pas été saisi
officiellement par un courrier a l'effet d'aider à un bon fonctionnement du consulat de Port-Gentil. Est-ce que les citoyens béninois de Port-Gentil, est-ce qu'ils, par une certaine action, est-ce qu'ils ont saisi les autorités béninoises? Je crois qu'il y a des associations qui sont constituées et qui ont saisi officiellement le ministre en charge des affaires étrangères. Je crois qu'un courrier doit être à son niveau, selon les informations qui me sont parvenues. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Rien n'a été fait et c'est regrettable. La situation dure depuis combien de temps? Oh, mais bientôt 4 ans. Et puis, je connais le mode opératoire chef de l'État. C'est sûr qu'il n'est pas informé parce que s'il avait été informé, il aurait agi promptement. Et puis, il faut avouer que j'ai suivi aussi la célébration du 72e anniversaire au Gabon. Hein, j'ai estimé que vraiment, c'est la fierté. Je suis fier. Et les Gabonais, j'ai des amis gabonais, des frères qui sont au Gabon aussi, ils sont fiers évidemment de ce qui se passe à Libreville. Il y a des anomalies à Port-Gentil qu'il faut corriger. Et c'est tout l'intérêt, évidemment, de cette sortie. Je veux évidemment qu'on sache qu'au Gabon, il y a un consul qui travaille très bien, mais il y a un autre consul qui a abandonné. Et il faut bien que le chef d'État soit informé pour que... le chef d'État, le ministre des Affaires étrangères, M. Aurélien Agbenonsi. Le ministre tellement n'a peut-être pas eu le courrier. Mais le courrier est allé quand même au département qu'il faut. Je suis navré que jusqu'à présent, qu'il n'ait pas pu réagir. En dépit de ces nombreuses occupations, il va savoir que les Béninois de la diaspora ont plus besoin de l'efficacité de l'action pour que nous puissions corriger ce qui est corrigible et aider surtout le président Talon à célébrer, à conduire les affaires de l'État pour qu'au thème de ces 2 mandats, il puisse être porté en triomphe. Donc il faut avouer que je me réjouis d'être béninois, et puis les Béninois qui sont au Gabon aussi se réjouissent d'être béninois. Mais il va falloir qu'on règle la situation. Mais il faut qu'on règle cette situation. Alors, mesdames, messieurs, de la réforme du système partisan à celle de l'état civil, Eloge Francis Attadé, vous êtes communicant politique, expert en gouvernance. Nous sommes au terme de cette émission. Vous avez sûrement votre mot de fin. Je voudrais en fait dire que le président Talon a induit des réformes courageuses qui ont provoqué des changements qualitatifs parce que des mesures disciplinaires ont été mises en œuvre et qui produisent des résultats impressionnants. Mais en dépit de ces résultats, il y a quelques situations qu'il est indispensable de régler. Par exemple, la situation des Béninois qui sont à Port-Gentil, au niveau de notre consulat. J'ai fait mentionner que ces Béninois doivent aussi bénéficier des services de l'État béninois pour faire en sorte que le consulat soit mieux géré. À Libreville, tout se passe très bien. Pour les rapports que j'ai eus sur la situation des Béninois, les associations qui sont là-bas et qui m'ont saisi, m'ont rassuré qu'à Libreville, même dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire, tout s'est très bien passé avec des rapports circonstanciés. Et puis, il faut avouer que le consul de Libreville, il s'est investi dans des actions importantes et il faut l'encourager. Ceci étant, il faut avouer qu'à Port-Gentil, faisons en sorte que, dans les meilleurs délais, des dispositions soient prises pour que, à défaut de déployer tout de suite un consul, qu'on saisisse au moins celui de Libreville pour qu'il intervienne. Qu'on étende ses compétences pour qu'il puisse avoir officiellement la possibilité d'intervenir dans cette juridiction pour que les Béninois qui y sont puissent bénéficier non seulement de l'enrôlement, mais aussi des actes sécurisés que nous délivrons et qu'ils se sentent plus béninois, plus suivis et qu'ils sachent désormais à qui s'adresser. Et vous avez dit que toutes les tentatives des associations et organisations pour essayer d'entrer en contact avec le ministère des Affaires étrangères sont restées jusque-là vaines. Oui, c'est ça, je confirme. Il faut faire en sorte que nous puissions aller au plus vite à la résolution de ce problème parce que le chef de l'État, il a un timing et puis il a des résultats à produire. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau. Le plaisir partagé. Merci beaucoup.